Oui, voilà. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème écologique dont on parle assez peu et qui pourtant devrait nous inquiéter tout autant que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, c'est le surplus d'azote. Mais avant d'aborder les causes et les conséquences du surplus d'azote, à la fois sur l'environnement et sur notre santé, commençons par un petit cours d'agronomie. On y parlera de caca, du Pérou et de pince-nez. Alors d'abord le caca. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais l'une des plus grandes craintes pour l'humanité au XIXe siècle était de se trouver à court de caca. Je vous explique. Faire pousser des plantes nécessite de l'azote. C'est indispensable pour la photosynthèse des plantes. L'azote n'est pas rare dans la nature, puisqu'il constitue près de 80% de l'atmosphère terrestre. Mais les plantes sont incapables de puiser l'azote de l'atmosphère puisqu'il est présent sous forme gazeuse. Et donc c'est principalement dans le sol que les plantes trouvent l'azote nécessaire à leur croissance sous la forme de nitrate ou d'ammoniac. Donc ce nitrate et cet ammoniac provient soit des plantes en décomposition ou alors des excréments d'organismes qui eux-mêmes ont consommé des plantes. L'azote a toujours posé un problème aux agriculteurs, parce que plus on met d'azote dans le sol, plus on produit. Mais naturellement, l'azote est disponible à une quantité limitée. Et le seul moyen d'enrichir les sols en azote pour les cultures, c'était d'utiliser du fumier, qui nécessite la présence d'animaux à la ferme, ou l'utilisation de compost, ou alors ils peuvent aussi procéder à la rotation des cultures, en plantant dans le champ, entre deux récoltes, des choses comme des légumineuses qui sont très riches en azote. Au XIXe siècle, le Pérou découvre l'utilité du guano. Alors, le guano, c'est des fientes d'oiseaux qui sont très riches en azote et qui se sont accumulées le long des côtes péruviennes et leur utilisation avait permis d'augmenter la production agricole du pays et faisant la fortune de l'État péruvien. Le guano est ainsi exporté en masse vers les États-Unis, la France et l'Angleterre et était devenu une ressource si stratégique que l'Espagne, le Pérou et le Chili s'étaient fait la guerre pour s'en assurer le contrôle. Excusez-moi. Mais c'était aussi visible que la ressource allait rapidement s'épuiser au rythme où elle était extraite. Et les oiseaux du Pacifique ne pouvaient pas déféquer assez vite ou en assez grosse quantité pour suivre le rythme auquel on l'utilisait. Ce qui nous amène en 1909 auprès du chimiste allemand Fritz Haber, que j'espère que je ne massacre pas trop la prononciation. Et Fritz Haber, à part le fait qu'il portait des lunettes complètement ridicules, des pince-nez avec un pont très rond qui lui donnait un air assez rigolo, je vous conseille d'aller vérifier sur Google. Fritz Haber, à part ce style ridicule, parvient en 1909 à synthétiser l'azote sous une forme utilisable par l'agriculture, c'est-à-dire il arrive à synthétiser l'ammoniac. Et c'est ainsi qu'apparaît l'engrais azoté bon marché. Et ça révolutionne complètement l'agriculture, car ça a permis de doubler, voire tripler les rendements des agriculteurs. Et pour de nombreux spécialistes, l'invention des engrais azotés bon marché a permis de nourrir la population de la planète, qui est passée au XXe siècle de 1,5 milliard à plus de 6 milliards d'habitants. Cette découverte, à première vue géniale, a valu à son auteur le prix Nobel de chimie en 1918. Notons tout de même que Haber n'avait pas tout d'un héros, puisqu'il a aussi participé à la conception des gaz de combat employés dans les tranchées. Et selon lui, un savant, donc je cite, selon lui, un savant appartient au monde en temps de paix et à son pays en temps de guerre. Notez tout de même qu'il était juif, un peu ironique. Donc, revenons à nos moutons. La transformation. La production peu onéreuse d'azote utilisable par les plantes a complètement bouleversé l'agriculture.
Depuis l'invention d'Haber, quelques sacs d'engrais seulement permettent d'apporter tout l'azote nécessaire aux plantes et d'améliorer le rendement. Plus besoin de tonnes de fumier ou de compost. Dès lors, pourquoi se compliquer la vie à élever des vaches ou des moutons et à les faire paître? Ou pourquoi faire du compost pour nourrir le sol de matière organique et d'azote? Donc, de nombreux agriculteurs décident de se débarrasser de leurs animaux pour se concentrer sur la production végétale et sur tous les céréales. Mais comme il fallait aussi produire du lait et de la viande, dont la demande augmentait rapidement en Europe et aux États-Unis, d'autres exploitations décident de se concentrer sur l'élevage. Et c'est là qu'on voit apparaître des gros élevages dans les plus productifs. Les animaux ne mettent pas un pied en dehors de l'étable. Et ils sont nourris aux céréales et aux oléagineux, qu'on pouvait maintenant faire pousser en grosse quantité, en tout cas en quantité qu'on ne pouvait pas imaginer avant. En quelques décennies, du coup, c'est assez moche en français du coup, en quelques décennies, donc, le paysage agricole européen est radicalement transformé. En France, dans le centre ou à l'est, des régions céréalières sans bétail se multiplient et s'étendent à perte de vue. En Normandie, en Bretagne, au Danemark ou en Bavière, les élevages s'industrialisent de plus en plus avec d'énormes concentrations d'animaux. Les fermes des 1000 vaches, vous les connaissez, deviennent monnaie courante dans plusieurs pays européens. Les porcheries produisent des dizaines de milliers de porcs par an. Et les élevages de poules en produisent des centaines de milliers. C'est un phénomène qui commence par les pays développés, puis après qui s'étend aux pays en développement dans les années 60, sous le nom que vous connaissez peut-être de Révolution verte. Et cette évolution résulte directement de cette invention d'Haber, considérée à juste titre comme la plus importante de l'histoire de l'agriculture. Alors le problème, on va l'aborder, c'est que l'utilisation croissante des engrais azotés a eu des effets que personne, ou presque, n'avait prévus. En réalité, de nombreux problèmes écologiques et sanitaires que pose l'agriculture moderne viennent de l'utilisation des engrais azotés. Premier problème, la teneur des sols en matière organique baisse dans les régions de grandes cultures qui utilisent l'engrais azoté, puisqu'on n'utilise plus ces matières organiques naturelles qui viennent enrichir le sol et seulement des apports d'azote. Donc ça appauvrit le sol. On remarque que les rendements sur ces grandes cultures restent élevés et possibles, mais en fait ils tendent à plafonner au bout d'un moment, voire même baisser, malgré le renfort de l'azote de synthèse. Par ailleurs, deuxièmement, donc, la capacité de rétention en eau des sols diminue dans ces grandes cultures, ce qui augmente le risque d'inondation et d'érosion des sols par ruissellement. Troisièmement, et ce n'est que 3 points sur une liste en fait, qui est beaucoup plus longue, les ravageurs et les maladies se multiplient dans ces champs et requièrent de plus en plus de traitements à l'aide de pesticides. Alors le nitrate n'en est pas le seul responsable, mais y contribue. Selon une étude européenne, les excès d'azote ont des graves effets sur la santé et sur l'environnement. Les principaux accusés, selon l'étude, les nitrates et l'ammoniac. Donc ces composés d'azote que l'on retrouve naturellement dans le sol. Commençons par les nitrates. Les nitrates sont naturellement présents dans les sols, comme je le disais, et où ils sont absorbés par les racines des plantes, ce qui fournit aux plantes l'essentiel de leur azote. Mais il en reste toujours, en particulier lorsque les apports d'engrais azotés sont élevés. Alors, quelles conséquences ? Eh bien, ce surplus d'azote, qui est entraîné par les pluies, se retrouve ensuite dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, et finalement dans l'eau du robinet. Quels effets ? Eh bien, tout d'abord, un risque possible d'augmentation de certains cancers, l'acidification des sols, l'eutrophisation des cours d'eau, c'est-à-dire l'appauvrissement en oxygène des cours d'eau. Désolée, je suis en train de m'étouffer puisque je suis malade. Et donc l'eutrophisation des cours d'eau qui conduit à la disparition des poissons et qui conduit aussi au dépôt de dizaines de milliers de tonnes d'algues vertes
sur les côtes chaque année. Vous me donnez une seconde que je prenne une bouteille d'eau. C'est mieux. Alors, on trouve également des nitrates dans les aliments à des teneurs parfois très élevées. Bon, on n'est pas bien sûr que c'est un impact dangereux sur la santé. Mais notons tout de même que la teneur est élevée. Pour ce qui est de l'ammoniac, c'est un polluant beaucoup moins connu, mais en fait beaucoup plus préoccupant en matière de santé et d'environnement. La quasi-totalité des émissions d'ammoniac provient des cultures et de l'élevage. Il se combine en fait, cet ammoniac se combine avec d'autres polluants présents dans l'air pour former ce qu'on appelle des particules fines. Et ces particules fines pénètrent au plus profond de vos poumons, provoquant cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires. Selon l'Organisme mondial de la santé, en tout cas l'OMS, estime que l'exposition à ces particules a causé environ 4,2 millions de morts prématurées dans le monde en 2016. 4,2 millions, vous vous rendez compte? C'est un coût qui semble supérieur aux bénéfices économiques tirés de l'utilisation des engrais azotés de synthèse. Donc, ce qui m'amène à donc, la solution, qui est selon moi double, si je ne meurs pas avant de ma toux. Donc la première solution serait évidemment de réduire, voire de supprimer les apports d'azote chimique. Et on pourrait le faire en modifiant les systèmes de production. Et je pense ici bien sûr à l'agriculture biologique, qui permet de s'en passer complètement. Et ce qui est un argument de poids, l'agriculture biologique, ce n'est pas seulement ne pas utiliser les pesticides de synthèse, mais aussi ne pas utiliser ces engrais azotés. Et c'est important. Mais certes, si on interdisait brutalement à tous les agriculteurs l'utilisation de l'azote chimique, ce serait une catastrophe. Parce que la conversion au bio doit se faire de manière progressive, parce qu'elle nécessite de repenser complètement son système de production. Mais Louise, vous me direz, c'est bien beau le bio. Mais la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que la généralisation d'une agriculture sans azote de synthèse conduirait à une chute importante des rendements. C'est ce que vous me diriez. Que nenni. Une étude récente a conclu que, au niveau national, le différentiel moyen de rendement entre l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle n'était que de 19%. Il tombe même à 8 ou 9% lorsque les techniques bio incluent des rotations de cultures variées. Une autre étude montre également que l'association de plusieurs espèces cultivées dans le même champ et en même temps, ce qui fait un peu penser à l'agroécologie, le mot m'échappe, ce qui fait penser à la permaculture, c'est ça le mot que je cherchais. Un mot qui fait penser à la permaculture, donc on combine plusieurs cultures pour recréer une sorte d'écosystème. Et bien ces techniques permettent en moyenne une augmentation de la production de 30%. Donc nourrir tous les habitants de la planète sans azote de synthèse paraît maintenant possible, mais suppose un changement radical de modèle agricole. L'autre solution, et qui m'amène à ma conclusion très rapide, l'autre partie de la solution, la moins difficile à mettre en œuvre à court terme, est de réduire la taille des élevages industriels et la consommation de viande. L'élevage représente les 3/4 de la production d'ammoniac. Et les animaux qui sont de ce qu'on appelle en stabulation, donc qu'on garde dans les étables et qui ne sortent pas, émettent 4 fois plus d'ammoniac que ceux élevés au pâturage. Or, en Europe, la demande pour la viande, on le voit, s'oriente à la baisse. Ma sœur est devenue végétarienne il y a 2 ans, je suis sûre que certains d'entre vous le sont déjà, voire véganes. Et donc, en fait, moi, il me semblerait logique d'accompagner cette évolution en mangeant à la fois moins de viande, mais manger de la viande de meilleure qualité. Parce qu'on va quand même pas demander aux Français d'arrêter de manger de la viande complètement. Et surtout pas de foie gras. Donc en conclusion, une nouvelle révolution verte permettrait de, je pense, corriger les conséquences néfastes de la première. Elle est à portée de main, cette nouvelle révolution verte. Et il faut pour cela apporter
progressivement moins d'engrais azotés dans les cultures et opter pour d'autres méthodes d'élevage. Adieu les fermes des 1000 vaches. Mais pour y parvenir, deux choses semblent encore manquer cruellement: l'information du consommateur et la volonté politique. J'espère avoir partiellement corrigé la première. Je vous remercie.